L'histoire secrète du cuirassé russe détruit. Dans la nuit la plus sombre du 26e juin 1940, alors que le silence enveloppait la côte occidentale de la mer Noire, une force invisible rampait vers le port stratégique de Constanța, cœur maritime de la Roumanie et bijou contesté par les puissances d'Europe de l'Est. Personne ne pouvait prévoir que, dans quelques heures à peine, les cieux et les eaux se transformeraient en un véritable théâtre d'enfer, que des centaines de vies allaient basculer et que l'histoire du cuirassé russe allait s'inscrire à jamais dans la mémoire collective. À l'approche de la date fatidique, la Roumanie vient de s'allier à l'Allemagne et lance une attaque aérienne audacieuse contre les bases soviétiques, brisant 37 bombardiers au sol en une seule mission. L'humiliation est immense pour les soviétiques, et leur soif de vengeance ne tarde pas à se manifester à travers le grondement menaçant de leur flotte noire, déployée à l'est avec la mission de briser le port de Constanța, symbole de la nouvelle puissance roumaine et barrière imposante sur le chemin de l'expansion soviétique. La défense s'organise dans une atmosphère de tension électrique. Les unités anti-aériennes roumaines se postent, les bataillons allemands de la Kriegsmarine, au nombre de 700 hommes aguerris, contrôlent le colossal dispositif d'artillerie baptisé Batterie Tirpitz. Les côtes scintillent de destroyers prêts à intervenir, les bateaux de patrouille sillonnent la surface, et un millier de mines sont semées dans la mer, leurs carcasses d'acier prêtes à faucher tout navire imprudent. Constanța ne s'est jamais préparé aussi fiévreusement à une agression. Depuis plusieurs heures, l'alerte a été donnée par le sous-marin roumain NMS Delfinul, qui signale l'approche de 5 bâtiments de guerre soviétiques, ceux-là même dont la silhouette inspire la terreur parmi les défenseurs du port. Le premier assaut vient du ciel, lorsque des vagues de bombardiers soviétiques tentent d'ouvrir la voie par la destruction massive. Malgré leur supériorité technique, ils échouent face à la vigueur et la précision des défenses roumaines et allemandes. La riposte est immédiate, la tempête de feu se déchaîne sur Constanța. À 3h58 du matin, les leaders des destroyers soviétiques Moskva et Kharkov font pleuvoir 350 obus en moins de 10 minutes, fendant le silence et semant l'effroi. Les infrastructures du port sont secouées, la gare de Palace est la cible principale, provoquant une série d'explosions qu'on croirait orchestrées par la fatalité elle-même. Mais cette frappe, aussi impressionnante soit-elle, n'est que le prélude d'un affrontement bien plus complexe. Tandis que la deuxième vague de bombardiers se prépare à fondre sur la ville, le ciel roumain devient le théâtre d'une scène rarissime. Le pilote Horia Agarissi, n'ayant à sa disposition qu'un Hawker Hurricane britannique, pièce de musée, rescapé d'un transfert accidentel et pourtant ultime espoir de la défense roumaine, s'élance dans les airs. Sa montée en flèche, son audace et la qualité inattendue de son appareil plongent le commandement soviétique dans la stupeur. Les archives officielles éviteront longtemps de mentionner le nom d'Agarissi, mais ce matin-là, il devient le symbole du courage roumain et la preuve vivante de l'importance du facteur humain dans toute guerre mécanisée. La situation explose en un chaos organisé. Chaque camp joue ses atouts, chaque minute apporte son lot de revirements et de suspense. Au sol, la tension atteint son paroxysme. Sur l'eau, la flotte soviétique prend position pour une attaque coordonnée, bien décidée à briser la mythique ligne de Tirpitz et à réduire Constanța en cendres. Les mines rient silencieusement, tapis dans l'ombre sous les vagues. Les défenseurs roumains et allemands, galvanisés par le succès de la riposte aérienne, se préparent pour le choc dont l'Europe entière se souviendra. Pourquoi ce port est-il si vital? C'est sur ces quais que le destin de milliers de soldats, la logistique d'une guerre mondiale et l'avenir géopolitique de la région se décident. Pour les soviétiques, Constanța doit tomber à tout prix. Pour les Roumains, préserver le port équivaut à défendre la souveraineté nationale. Chaque coup tiré, chaque torpille lancée, chaque action courageuse compte, car la marge d'erreur est désormais nulle. Sous le feu croisé, dans les détonations et les hurlements métalliques, la nuit s'efface peu à peu pour révéler un matin qui ne ressemblera à aucun autre dans la longue histoire du port. Les survivants ne seront plus jamais les mêmes, la mémoire. Les tirs n'avaient pas cessé lorsque la deuxième vague d'agression soviétique prit forme juste au-dessus de Constanța. À ce moment précis, chaque son, chaque vibration. Répercutée par la coque des navires, chaque lueur à l'horizon était annonciatrice d'un drame imminent. Les destroyers roumains, NMS Regina Maria et NMS Marasti, émergeaient alors comme la dernière ligne de défense, leur équipage prêt à tout sacrifier pour la sécurité du port et de la nation. Les canons s'enflammaient, et leur réponse fut à la hauteur de la menace.
une salve précise, orchestrée dans la pénombre des premières heures, s'élança vers les envahisseurs soviétiques. Mais la flotte soviétique était loin de se laisser intimider. Les bâtiments sous le commandement du légendaire groupe Vorochilov, menés par les leaders de flottilles Moskva et Kharkov, s'avançaient de façon implacable, déterminés à briser la résistance qui leur faisait face. À 15 milles de la côte, ils prirent une position de tir optimale et déclenchèrent un barrage d'obus sur la gare Palace et l'infrastructure portuaire, transformant en quelques minutes les quais de Constanța en champ de désolation. Des flammes dévoraient les wagons de munitions. L'huile se répandait, embrasant le rivage. Le fracas était tel que les témoins encore debout croyaient vivre la fin du monde. En réponse, la batterie côtière Tirpitz entra en action. Les canons de 28 cm, manœuvrés par 700 marins de la Kriegsmarine sous commandement roumain, ébranlèrent la mer d'une puissance inouïe. Leur objectif était clair, stopper net la progression soviétique avant qu'elle n'atteigne le cœur de la ville. Les obus s'abattaient sur la Moskva et le Kharkov, provoquant d'impressionnants dégâts. La Moskva perdit son mât principal et se retrouva gravement endommagée, tandis que le Kharkov encaissa plusieurs impacts sans broncher, sa silhouette se dressant fièrement malgré la fureur du feu croisé. Mais la terreur ne s'arrêtait pas là. Les mines marines, semées quelques jours auparavant par les navires roumains Amiral Murgescu, Regele Carol Ier et Aurora, formaient une ceinture mortelle autour du port. Nul ne savait exactement leur emplacement, ce qui ajoutait une tension insupportable à chaque manœuvre. Les équipages, fébriles, savaient que toute erreur de navigation pouvait rendre leurs navires vulnérables aux explosions sous-marines, invisibles mais fatales. Au même moment, dans le ciel, une troisième vague de bombardiers soviétiques se préparait à fondre sur Constanța, affrontant à nouveau la défense aérienne roumaine, renforcée et déterminée. L'aviateur Horia Agarissi, fort de son exploit la veille, se voyait confier le Hawker Hurricane malgré les douleurs persistantes du moteur. Cet appareil, bien loin d'être moderne, devint le symbole du courage. En à peine une minute, Agarissi abat encore 3 bombardiers ennemis, faisant basculer le cours de la bataille aérienne. Sa prouesse galvanisait les défenseurs, qui voyaient en lui l'incarnation de l'audace roumaine. Soudain, le plan soviétique vacilla. La surprise était totale. Les mines explosaient, un hurlement métallique se répercutait sur l'eau. La Moskva, tentant de fuir après avoir subi les tirs conjoints des navires et des batteries côtières, s'engagea par erreur dans la zone minée. La détonation fut cataclysmique. Le cuirassé fut presque instantanément coupé en deux, ses compartiments inondés, une cinquantaine de marins propulsés hors des cabines, et une panique générale s'empara du reste de l'équipage. Les secours s'organisèrent dans la confusion. Un total de 69 marins fut repêché des eaux glaciales, tandis que plus de 300 camarades sombrèrent avec leurs navires. Le choc était immense. Les défenseurs de Constanța, galvanisés par ce succès inespéré, redoublèrent d'énergie. La flotte soviétique, ébranlée par la perte du Moskva, dut se replier sous la menace constante des patrouilleurs roumains et allemands, qui traquaient la moindre faiblesse parmi les survivants. Sur terre, l'espoir renaissait parmi la population assiégée. Le port tenait bon, et la nouvelle de la victoire se répandait comme une traînée de poudre. Les commandants alliés croyaient enfin en l'efficacité de leurs mines marines et redoublaient de prudence dans la planification des prochains mouvements. La bataille touchait à sa fin, mais les conséquences de cette nuit maudite n'allaient faire que commencer. Le ciel s'embrasait, tandis que les 3 heures du matin donnaient place à une aube sanglante, teintée de rouge et de noir par les flammes qui dansaient au-dessus de Constanța. La troisième vague d'assaut soviétique s'abattait sur la ville portuaire avec une fureur décuplée. Les bombardiers de la 59e brigade aérienne navale soviétique décrivant des trajectoires mortelles au-dessus des positions défensives. 63 appareils d'attaque au sol chargés de torpilles et de bombes convergeaient vers leur objectif, déterminés à transformer en ruines ce qui restait du port et de ses installations vitales. Les sirènes hurlaient, les projecteurs fouillaient l'obscurité, et les défenseurs savaient que cette phase du combat déciderait du sort de toute l'opération. La batterie Tirpitz maintenait un feu nourri et continu, les canons de 28 cm crachant de la mort vers les vaisseaux ennemis qui se pressaient dans les eaux noires de la mer Noire.
Chaque obus pesant plusieurs tonnes fendait l'air avec un sifflement terrifiant, cherchant à trouver son chemin vers les cibles soviétiques. Les servants de canon travaillaient dans une frénésie méthodique, chargeant, pointant, tirant, rechargeant, un cycle infernal où chaque erreur pouvait coûter à des camarades leur vie. Le croiseur Voroshilov, commandant la formation soviétique, subit plusieurs impacts directs qui le secouèrent violemment, envoyant des gerbes d'eau et de feu dans les airs, comme si les éléments eux-mêmes se révoltaient contre cette invasion. Mais le vrai tournant arrivait du ciel. Horia Agarissi, pressant son Hawker Hurricane au-delà de ses limites, traçait des arabesques de mort parmi les bombardiers ennemis. Son moteur brûlait, le châssis géannait sous la contrainte, mais le pilote roumain refusait d'abandonner tant qu'une seule ombre ennemie restait visible. Au-dessus de la mer Noire, il engageait les appareils soviétiques en combat individuel, utilisant chaque once de son expérience, chaque gramme d'énergie que sa machine pouvait encore fournir. Les mitrailleuses de son Hurricane crachaient la mort avec une précision mortelle, et un par un, les bombardiers ennemis basculaient vers une chute définitive dans les profondeurs marines. Son audace inspirait les équipages des batteries anti-aériennes terrestres, qui redoublaient d'efforts, transformant le ciel en un champ de feu croisé où la survie relevait du miracle. Sur les eaux, la situation évoluait avec une rapidité vertigineuse. Les destroyers roumains, NMS Regina Maria et NMS Marasti, orchestraient une contre-attaque coordonnée, leurs canons se dressant vers le ciel pour cribler les bombardiers, puis se baissant pour tirer sur les navires de guerre. Les patrouilleurs lance-torpilles NMS Viforul et NMS Vigilia tentaient une manœuvre désespérée. Engager le Kharkov endommagé, espérant mettre fin à l'agression soviétique en éliminant l'un des leaders de flottille. Leurs petits canons ronflaient, leurs équipages savaient qu'ils jouaient leur vie à chaque instant, mais la fierté nationale avait transformé des marins ordinaires en guerriers décidés. La réaction soviétique fut féroce. Les navires intacts du groupe Voroshilov formaient un écran protecteur autour du Kharkov blessé, créant un mur de feu intense que les petits bateaux roumains ne pouvaient franchir. Une explosion monumentale retentit soudain. Une deuxième mine marine avait fait détonner ses charges sous la coque du croiseur Voroshilov, le gravement endommagé et forçant le commandement soviétique à accepter l'évidence. La victoire n'était plus possible cette nuit. Les communications radio crépitaient d'ordres confus. Les commandants soviétiques comprenaient que la défense roumaine et allemande avait surpassé toutes les prévisions, que le port était mieux préparé qu'ils ne l'avaient imaginé, et que le prix humain de la poursuite de l'attaque devenait inacceptable. Pendant ce temps, dans les rues de Constanța, la population civile vivait l'horreur de cet affrontement titanesque. Les bâtiments tremblaient, les vitres se brisaient sous les chocs des explosions qui retentissaient sans interruption. Les services d'urgence, débordés, tentaient de secourir les blessés, mais chaque minute apportait de nouveaux drames, de nouveaux appels à l'aide qui résonnaient dans la nuit. Les hôpitaux se remplissaient de civils, les rues se transformaient en zones de triage improvisées, et l'odeur de la poudre se mêlait à celle du sang et de la destruction. Au-dessus de tout cela, Agarissi effectuait un dernier virage serré, son moteur au bord de la surchauffe fatale, ses réservoirs presque vides. Il apercevait encore des formes ennemies, mais la réalité physique de son appareil le rattrapait. L'huile bouillait, les cylindres frappaient en rythme désynchronisé, et le pilote savait qu'il ne lui restait que quelques minutes de vol avant un crash inévitable. Il décida alors du choix le plus difficile, faire demi-tour, évaluer l'efficacité de sa campagne aérienne et préparer l'atterrissage d'urgence. Derrière lui, le ciel comptabilisait 6 bombardiers abattus en 2 sorties. Un record qui transformerait Agarissi en légende vivante. La flotte soviétique, battue et sanglante, commençait sa retraite. Le groupe Voroshilov, privé de la plupart de ses capacités offensives, se replait vers l'est, traînant le Kharkov affaibli, abandonnant le Moskva qui sombrait toujours plus profondément dans les ténèbres aquatiques. 250 marins soviétiques gisaient sur le fond de la mer Noire. Leurs noms disparaîtraient du registre officiel pendant des années. Leur famille ne recevrait jamais les explications qu'elle réclamait. Le prix du mensonge d'État était payé en vies humaines, en deuil silencieux, en secrets enterrés qui refuseraient longtemps de rester ensevelis. Au lever du soleil, les défenseurs de Constanța contemplaient la scène. Un port gravement touché mais toujours debout, des navires ennemis en retraite,
des colonnes de fumée s'élançant vers le ciel comme des prières inversées. La victoire était réelle, mais incomplète. La menace soviétique n'avait pas disparu. Elle s'était simplement repliée pour regrouper ses forces et préparer la prochaine offensive. Les soviétiques apprenaient une leçon amère. La Roumanie, alliée à l'Allemagne, ne serait pas une proie facile, et le prix du contrôle de la mer Noire grimperait bien au-delà des estimations optimistes du haut commandement militaire soviétique. Les premières lueurs de l'aube révélaient une mer transformée en cimetière flottant. Des débris de bois, des morceaux de tôle déchirés, du fioul qui teintait l'eau d'une nappe noire épaisse, tout cela témoignait de l'ampleur du désastre. Les canots de sauvetage roumains et allemands se lançaient dans les vagues froides, guidés par les cris des naufragés qui s'accrochaient désespérément à ce qui restait du Moskva. 69 marins soviétiques seulement furent repêchés des 350 qui avaient sombré avec leurs navires, leurs corps grelottants, leurs esprits brisés, sachant qu'ils survivaient à une débâcle qui changerait à jamais le cours de la guerre en mer Noire. Le commandement soviétique recevait les rapports dans un silence de mort. Le vice-amiral Philippe Oktyabrsky, commandant suprême de la flotte de la mer Noire, se tenait devant les cartes tactiques, observant l'ampleur du revers. Le Moskva, navire amiral, avait disparu. Le Kharkov était gravement endommagé. Le Voroshilov souffrait de blessures qui le rendraient inutilisable pendant des semaines. Plus de 400 marins manquaient à l'appel. Les plans soigneusement élaborés, approuvés au plus haut niveau du commandement militaire soviétique, avaient échoué de façon humiliante. Les survivants recevaient des ordres stricts, le silence absolu. Personne ne devait savoir ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Les dépêches envoyées à Moscou parlaient de revers tactiques temporaires, de nécessité de regroupement, de nouvelles stratégies, tout sauf la vérité brute et impitoyable, la défaite totale. Dans les hôpitaux militaires soviétiques improvisés, les blessés recevaient des visites de politiques et d'officiers du NKVD qui les questionnaient en détail sur chaque moment de la bataille. Les marins soviétiques apprenaient rapidement qu'il était plus sage de garder leurs observations pour eux-mêmes, que les questions posées n'attendaient que les réponses que l'État désirait entendre. La propagande devait suivre une ligne précise et la vérité, que des minuscules navires roumains et des batteries côtières avaient anéanti une flotte de guerre moderne, ne pouvait pas être tolérée. Les archives officielles seraient réécrites, les rapports de bataille seraient altérés, et les noms des officiers responsables du fiasco disparaîtraient des dossiers, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pendant ce temps, à Constanța, c'était l'euphorie. Les défenseurs, épuisés mais vivants, contemplaient les débris de leurs adversaires flottant au large. Les civils émergeaient des abris, comptant les morts, calculant les dommages aux bâtiments, mais voyant surtout une victoire inespérée. Horia Agaresi, descendu de son hurricane en urgence, les mains tremblantes d'adrénaline et d'épuisement, était porté en triomphe par la foule. Ses 6 victorieux aériens en 2 sorties faisaient de lui le premier pilote à accomplir un tel exploit en une nuit de combat. Les reportages radio roumains criaient son nom aux 4 vents, transformant cet officier d'aviation relativement inconnu en héros national. Le gouvernement roumain, voyant une opportunité propagandiste inespérée, confia à ses meilleurs musiciens la tâche de composer une chanson à sa gloire, une ballade qui serait chantée dans tous les quartiers du pays. Mais cette euphorie cachait des réalités bien plus complexes. Les défenseurs roumains comprenaient que la victoire de cette nuit n'était peut-être que le premier acte d'une pièce bien plus longue. Les soviétiques, humiliés, reviendront. Et ils reviendront changés, avec de nouvelles tactiques, de nouvelles forces, de nouvelles déterminations. Les mines marines qui avaient joué un rôle crucial dans la destruction du Moskva posaient également un problème majeur. Les propres navires roumains risquaient maintenant d'être les victimes de leur propre défense. Les cartes des champs de mines, souvent imprécises, deviendraient source de cauchemar pour les navigateurs roumains et allemands qui devraient traverser ces eaux dangereuses. Le vice-amiral Oktyabrsky tenait ses réunions stratégiques derrière des portes fermées, loin des oreilles indiscrètes. Il comprenait que les attaques directes avaient échoué face à la préparation des défenses côtières, face à la capacité de riposte des petits navires roumains, et face surtout à un facteur imprévisible, le courage et l'ingéniosité individuelle, incarnés par des hommes comme Agarisi. Oktyabrsky ordonna un changement radical de stratégie. Les bombardements massifs et les attaques frontales,
laisserait la place à des opérations plus subtiles, plus ténébreuses. Les sous-marins deviendraient l'arme préférée, capable de se faufiler à travers les défenses côtières pour frapper des cibles civiles et militaires. Les raids aériens nocturnes remplaceraient les tentatives de jour, où la lumière favorisait trop évidemment les défenseurs. Les équipages des navires soviétiques survivants se sentaient profondément humiliés. Ces marins, formés à l'école de la domination navale soviétique, avaient vu leur flotte mettre en fuite par une défense qu'ils avaient sous-estimée. Les blessures physiques guériraient avec le temps, mais les blessures à l'orgueil professionnel et collectif resteraient bien plus longtemps. Certains officiers commençaient déjà à se demander en silence si la cause dans laquelle ils combattaient méritait vraiment le prix payé en vies humaines. Ces pensées secrètes, inexprimées, dangereuses, circulaient parmi les survivants comme une maladie sourde. En Roumanie, les autorités militaires et civiles tenaient leur propre réunion d'analyse. Le succès de la défense de Constanța démontrait que l'alliance avec l'Allemagne avait apporté des bénéfices concrets. Les 700 marins de la Kriegsmarine, avec leur expertise et leur discipline germanique, avaient joué un rôle décisif. Mais cette victoire créait également un dilemme politique. Si la Roumanie pouvait résister aux Soviétiques avec l'aide allemande, qu'adviendrait-il si l'Allemagne perdait sa puissance? La victoire de cette nuit était peut-être non seulement le sommet de l'efficacité roumaine, mais aussi le moment où le destin de la Roumanie se cristallisa autour de son alliance avec Berlin. Une alliance qui s'avérerait finalement catastrophique. Les survivants du Moskva, ceux qui avaient échappé à la mort par un miracle de fortune, passaient leurs jours à récupérer physiquement, tout en tentant de comprendre psychologiquement ce qui s'était produit. Certains développaient une culpabilité massive d'avoir survécu alors que tant de camarades avaient péri. D'autres, au contraire, devenaient des propagandistes involontaires du succès défensif roumain. Leurs silences éloquents en disaient plus que 1000 paroles auraient pu. Les ordres de silence absolu, imposés par le NKVD, ne pouvaient pas étouffer complètement la vérité. La flotte soviétique avait subi une défaite cinglante, et cela aurait des ramifications bien au-delà de la nuit du 26 juin. Les semaines qui suivirent la débâcle de Constanța furent marquées par une transformation radicale de la stratégie soviétique. Le vice-amiral Oktyabrski mit en œuvre son plan révisé avec une détermination nouvelle, abandonnant les attaques massives et coordonnées au profit d'une campagne d'usure systématique. Les sous-marins soviétiques, jusqu'alors relativement inactifs, commencèrent à croiser régulièrement dans les eaux de la mer Noire, traçant des routes mortelles pour intercepter les convois alliés. Les raids aériens nocturnes se multiplièrent, profitant de l'obscurité pour échapper aux défenses côtières devenues redoutablement efficaces. La Roumanie et l'Allemagne avaient remporté une victoire tactique, mais elles héritaient d'une guerre très différente de celle qu'elles avaient imaginée, une guerre d'attrition où chaque jour apportait ses victimes, où le prix de la domination navale augmentait exponentiellement. Horia Agarissi continua ses missions de combat pendant plusieurs mois, ses Hawker Hurricane vieillissants devenant progressivement obsolètes face aux nouveaux appareils soviétiques qui arrivaient dans la région. Ces 6 victoires initiales le rendaient célèbre, admiré, mais aussi vulnérable. Le commandement soviétique l'avait identifié comme une menace prioritaire et chaque sortie du pilote roumain attirait désormais une concentration excessive de chasseurs ennemis. Les combats aériens autour de Constanța deviendraient de plus en plus meurtriers, les pertes augmentant de manière vertigineuse, transformant le ciel bleu de la mer Noire en un cimetière d'acier et de feu. Les mois passant, Agarissi remarquait que le nombre de camarades qui ne revenaient pas de mission augmentait chaque semaine. Le mythe du héros invincible cédait peu à peu la place à la réalité brutale d'une guerre qui broie les individus, peu importe leur talent ou leur courage. Le Moskva, qui gisait maintenant au fond de la mer Noire, devenait un symbole contradictoire. Pour les Roumains et les Allemands, c'était la preuve tangible que leur défense fonctionnait, que la discipline et l'organisation pouvaient triompher même contre une puissance réputée supérieure. Pour les Soviétiques, c'était un rappel constant de l'humiliation subie, un nom que les archives officielles s'efforçaient d'effacer, mais qui persistait dans la mémoire collective des marins survivants. Les familles des 350 hommes perdus ne recevraient jamais d'explications officielles, ne connaîtraient jamais les véritables circonstances de la mort de leurs proches. L'État soviétique avait décidé que cette vérité était trop dangereuse pour être révélée, et le mensonge deviendrait plus permanent que n'importe quel monument commémoratif. Parallèlement,
La situation militaire globale de la Roumanie se détériorait rapidement. L'alliance avec l'Allemagne, qui avait apporté des récompenses initiales sous forme de victoires comme celle de Constanța, se transformait progressivement en piège. Les ressources roumaines étaient drainées pour alimenter la machine de guerre allemande. Les pertes augmentaient sur tous les fronts, sur la terre ferme, en Russie méridionale, en Afrique du Nord, et maintenant en mer Noire, où les opérations d'usure soviétiques causaient des dégâts constants. Le port de Constanța, bien qu'intact après l'attaque du 26 juin, se trouvait dans une situation stratégique de plus en plus précaire, assiégé par les sous-marins et harcelé par les raids aériens nocturnes qui devenaient de plus en plus difficiles à contrer. Les commandants allemands de la batterie Tirpitz, ces 700 hommes de la Kriegsmarine qui avaient joué un rôle crucial dans la victoire de juin, observaient avec une inquiétude croissante l'évolution de la situation. Les 3 canons de 28 cm, hérités de la Première Guerre mondiale, étaient puissants mais immobiles. Si les Soviétiques parvenaient à contourner les défenses côtières, si les minages pouvaient être déminés, si la suprématie navale basculait, tout ce que les Allemands avaient construit s'écroulerait. Les officiers Kriegsmarine comprenaient que la victoire de juin n'avait pas résolu le problème fondamental. Comment une petite nation alliée pouvait-elle maintenir le contrôle sur une partie stratégiquement vitale d'une mer face à la détermination d'une superpuissance? Les mois d'été s'écoulaient, puis l'automne arriva, et avec lui une intensification des opérations soviétiques. Les sous-marins soviétiques commençaient à infliger des pertes significatives aux navires alliés. Les raids aériens nocturnes devaient être contrecarrés par une augmentation massive de la défense anti-aérienne, qui consommait des ressources que la Roumanie et l'Allemagne pouvaient à peine se permettre de gaspiller. La victoire de Constanța, qui avait semblé si définitive, si complète en juin, révélait son caractère éphémère. Elle était une victoire dans une bataille, non pas dans la guerre. Elle était une pause dans l'inévitable, un sursis dans la marche vers la défaite finale. À la fin de l'année 1942, plus de 18 mois après la bataille de Constanța, la situation s'était inversée de manière spectaculaire. L'Allemagne avait perdu l'initiative stratégique. La Roumanie, saignée à blanc par l'effort de guerre, voyait ses ressources énergétiques convoitées par Berlin, ses forces réquisitionnées pour des théâtres d'opérations éloignés. Les Soviétiques, bien que défaits à Constanța, avaient transformé cette défaite en leçon. Ils construisaient de nouveaux bâtiments, développaient de nouvelles tactiques et accumulaient les forces pour une offensive générale dont l'ampleur surpasserait de loin la tentative du 26 juin 1941. Les navires qui avaient défendu Constanța cette nuit mémorable connaîtraient des destins variés. Le Regina Maria et la Marasti continueraient leur patrouille, mais finiraient par être perdus dans les années suivantes, soit au combat, soit sabotés lors de l'effondrement final de l'alliance roumaine avec l'Allemagne. Les patrouilleurs lance-torpilles Viferul et Vigilia disparaîtraient également, coulés ou sabordés avant la fin de la guerre. La batterie Tirpitz, malgré sa puissance, serait finalement abandonnée et dynamitée en 1944 lorsque les Soviétiques commenceraient leur avance inexorable vers l'ouest. Les 700 marins allemands qui l'avaient défendu seraient dispersés, certains retrouvant leur patrie, d'autres restant éternellement en terre roumaine. Quant au Moskva, son épave reposait dans le noir absolu du fond marin, percée par les courants de la mer Noire, gardienne silencieuse d'une vérité que l'État soviétique refusait d'admettre. Ces 350 marins ne recevraient jamais d'honneurs funèbres officiels, leur nom ne figurerait pas sur les monuments à la gloire de la Grande Guerre patriotique, mais la mécanique inexorable de l'histoire continuerait. Les Soviétiques récupéreraient la Roumanie, établiraient leur domination en mer Noire, et le port de Constanța, symbole de la résistance roumaine, deviendrait un port soviétique. La victoire tactique de juin 1941 se révélerait être qu'un épiphénomène dans le cours torrentiel des événements qui submergeaient l'Europe. Le 26 juin 1941 resterait à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui y avaient participé, mais les archives officielles, tant soviétiques qu'allemandes, s'efforceraient d'en minimiser l'importance. Pour les Roumains, ce jour représenterait le moment où ils avaient regardé la superpuissance soviétique dans les yeux et refusé de plier. Mais cette fierté serait bientôt submergée par les événements qui s'ensuivraient. Horia Agarici connaîtrait une fin tragique, ses 6 victoires dépassées par le flux inexorable de l'histoire. Le port de Constanța, dont la défense avait coûté tant de vies, serait finalement tombé, comme tous les autres éléments du fragile édifice allié en Europe de l'Est.
Voilà l'histoire de la nuit où une flotte puissante avait été arrêtée aux portes d'une ville, où le courage individuel et l'organisation collective avaient momentanément triomphé face à l'inévitable. Mais c'est aussi l'histoire de la manière dont les victoires les plus éclatantes peuvent devenir des épitaphes d'empires mourants. Racontez cette histoire, partagez ce que vous avez appris, et n'oubliez jamais que chaque instant de l'histoire est écrit par ceux qui s'y engagent avec tout ce qu'ils possèdent. Si vous avez aimé ce récit d'héroïsme et de destin, s'il vous a captivé et si vous souhaitez entendre d'autres histoires de cet ordre, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez. Partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures historiques qui vous attendent.